Alors, parfois, ça arrive quand on est sophrologue que nos sophronisés, tout simplement, arrêtent de venir nous voir. C'est-à-dire qu'on avait prévu un accompagnement sur un certain nombre de séances. Le sophronisé était d'accord avec ça, même si le nombre de séances n'est pas rigide, n'est pas fixe. Il avait bien compris, parce que vous lui avez bien expliqué lors de l'anamnèse, lors de ce premier rendez-vous, qu'il fallait un certain nombre de séances pour atteindre cet objectif et il était d'accord avec ça. Il est venu vous voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et après, il n'a plus jamais donné de nouvelles. C'est des choses qui arrivent quand on est sophrologue, ça peut être assez déstabilisant quand ça arrive. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous quelles sont les questions qu'il faut se poser, les bonnes questions qu'il faut se poser pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas trop souvent, même si, je vais aussi aborder ça dans cette vidéo, parfois ça n'a strictement rien à voir avec nous et du coup, on n'a strictement rien à faire puisque c'est des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Je vais donc commencer par vous citer effectivement certaines raisons pour lesquelles les sophronisés peuvent arrêter de venir vous voir et qui sont totalement en dehors de votre contrôle. Alors déjà, il faut savoir que certains sophronisés vont arrêter de vous voir et ils vont vous le dire très clairement pourquoi ils souhaitent arrêter l'accompagnement, mais il va aussi y avoir d'autres sophronisés qui vont tout simplement disparaître dans la nature. Alors soit ils vont prendre rendez-vous et ils vont vous poser un lapin, soit ils vont dire écoutez, j'ai pas mon agenda sur moi, j'ai pas mon emploi du temps, je vous appellerai pour prendre rendez-vous et finalement ils appellent jamais. Donc au bout d'un moment vous comprenez que c'était une façon polie de dire qu'ils reviendraient pas. Donc parfois, vous allez savoir exactement pourquoi la personne ne vient plus. Parfois, vous n'allez pas savoir et c'est là où justement arrive cette vidéo pour vous aider à réfléchir et à peut-être comprendre quelles sont les différentes raisons qui font qu'on abandonne un accompagnement en sophrologie. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit un peu au début, mais je recontextualise ici. Il y a des sophrologues qui ne travaillent pas de cette façon-là, qui ne proposent pas un accompagnement sur un certain nombre de séances. Et forcément, donc, si c'est votre cas, vous n'êtes pas concerné par ce que je vais vous dire ici. Cette vidéo, elle concerne plutôt les personnes qui travaillent autour d'un objectif précis, donc avec un certain nombre de séances. Et comme je l'ai dit au début, le sophronisé était a priori d'accord sur le fait qu'il fallait un certain nombre de séances pour atteindre cet objectif. Donc parmi les raisons qui font que un sophronisé peut arrêter de venir chez vous, il y a tout simplement la raison financière et ça effectivement voilà, vous n'y êtes pour rien dans cette histoire-là, vous n'allez pas faire des séances gratuites à droite et à gauche juste pour que les gens viennent. Enfin, vous pouvez aussi le faire si tel est votre choix, mais je suppose que si vous voulez gagner votre vie en tant que sophrologue, vous ne pouvez pas tout simplement offrir vos services à tout le monde. Donc, il y a peut-être des personnes ou un cadre à l'intérieur duquel vous allez pouvoir proposer des séances gratuites ou à un tarif négocié, mais pas pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a des personnes qui vont commencer à trouver que c'est un peu cher. Alors, encore une fois, si elles vous disent qu'elles s'arrêtent à cause de ça, vous pouvez toujours proposer d'espacer un peu les séances. Vous pouvez proposer un arrangement qui vous arrange aussi, surtout. Mais s'il ne vous dit pas pourquoi il arrête, vous pouvez pas savoir. Donc, effectivement, on reste un peu dans un flou. Mais sachez que ça peut être ça. Donc, voilà, c'est quelque chose pour lequel vous n'y pouvez rien. Vous n'allez pas travailler gratuitement juste pour que les gens finissent leurs accompagnements. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est aussi une question de temps. La personne, finalement, elle pensait qu'elle allait pouvoir s'impliquer dans cet accompagnement, mais finalement, elle peut pas. Il y a aussi la question de l'entraînement. On va demander à nos sophronisés. Vous avez déjà compris que l'entraînement est super important. Le fait de refaire les séances à la maison, pas forcément une séance en entier, mais voilà, de refaire certains exercices à la maison, c'est super important justement pour atteindre cet objectif qui a été fixé. Parce que la sophrologie, c'est pas de la relaxation, c'est une technique qui est transformationnelle et que pour aller vers cette transformation, il faut que ce corps et ce mental s'habituent à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon de sentir, à d'autres prises de conscience et ça ne vient pas comme ça. Donc il faut refaire les exercices à la maison. Ça c'est quelque chose qu'on explique en général
lors de notre première rencontre à l'anamnèse, mais tout le monde ne le comprend pas. La plupart du temps, ils vous disent « oui, je vais le faire » et des fois, ça arrive qu'ils ne le fassent pas. C'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, que certains sophonisés trouvent ça un peu surprenant, de cette implication qu'on demande. En général, on a plutôt l'habitude d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un médecin notamment, qui va nous proposer un traitement dans lequel on n'a pas nécessairement besoin de s'impliquer ou de changer quoi que ce soit dans sa vie. Parfois c'est nécessaire, mais pas toujours. Et donc souvent les sophonisés sont un peu surpris par cette implication qu'on leur demande. Et ils se rendent compte que finalement, même si en théorie ça paraissait très sympa, dans la pratique, j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. Donc finalement, ces personnes-là arrêtent de venir aux séances. Ça aussi, c'est totalement en dehors de votre contrôle. C'est une décision du sophronisé. Et on peut rien faire par rapport à ça. Il y a une autre raison aussi qui fait que les personnes peuvent arrêter de venir vous voir. Et je répète ce que je viens de dire, la sophologie n'est pas une technique de relaxation pure. Enfin, il y a de la relaxation, vous avez compris, mais c'est pas une technique qui est faite uniquement pour se relaxer. Et ça aussi, c'est une nouveauté pour beaucoup de personnes. Le mot sophrologie est relativement connu en France, mais ce qu'on fait à l'intérieur d'une séance de sophrologie n'est pas si connu que ça. Donc les gens pensent que je suis stressée, je vais aller voir un sophrologue, une sophrologue, et je vais être plus détendue. Effectivement, ça risque d'être le cas, mais la sophologie est surtout une technique qui permet d'ouvrir la conscience, d'élargir sa conscience. Et quand on élargit sa conscience, alors imaginez quelqu'un qui ne voit que ça, quand il élargit sa conscience, il voit un peu plus clair, et encore un peu plus clair, et il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Et ça peut faire mal, ça peut être inconfortable. La sophologie ne fait pas mal, donc il ne va voir que des choses qui étaient déjà présentes à l'intérieur de lui, que ce soit douleur physique, douleur morale, gêne physique, gêne morale. C'est forcément que des éléments, des choses qui étaient déjà présentes à l'intérieur de lui. Mais pour certaines personnes, cette prise de conscience-là, qui à la base c'était pas ça qu'ils venaient chercher, ils voulaient juste être plus détendus. Donc ils font des prises de conscience et finalement ils trouvent ça assez inconfortable. Ils commencent à voir la vérité sur un aspect de leur vie, une relation, que ce soit au travail, dans leur vie privée, et ils n'ont pas envie d'aller fouiller dans cet endroit-là. C'est inconfortable, c'est pas le moment. Donc ils vont arrêter de venir faire des séances de sophologie. Et là, encore une fois, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème dans le sens où notre travail, il a été fait. On a aidé cette personne-là à élargir sa conscience. Ce n'est pas le moment pour elle. Elle reviendra à un autre moment ou elle ne reviendra jamais. C'est pas grave. On a rempli notre contrat. On a aidé cette personne à élargir sa conscience et de fait, sa conscience a été élargie et elle a décidé qu'elle n'avait plus envie de poursuivre. C'est son droit. On n'y peut rien par rapport à ça. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles les sophronisés peuvent arrêter et qui n'ont rien à voir avec vous. Par contre, ça reste toujours intéressant, évidemment, de se poser des questions sur sa pratique, notamment quand on démarre. Bien sûr, on peut commettre des erreurs, on peut faire des choses, manquer un peu de tact par moment. Et ça reste intéressant de se remettre en question, de se poser des bonnes questions pour se dire est-ce que j'aurais pas fait quelque chose qui aurait finalement mis un frein à cette alliance thérapeutique qui était en train de se créer. Encore une fois, ce sont des questions qu'on peut se poser et on aura rarement la réponse exacte parce que, encore une fois, très souvent les sophronisés s'en vont et ils nous disent pas pourquoi ils arrêtent. Et parmi ceux qui s'arrêtent, ils peuvent très bien vous dire écoutez, je viens plus vous voir parce que j'ai plus le temps. Et en fait, c'était pas ça. C'est tout simplement parce qu'ils sont gênés de vous dire la vérité. Et ils vont tout simplement... et finalement, on n'aura jamais la vraie version. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions. Et donc, je vais vous proposer quelques-unes des questions maintenant que vous pouvez vous poser pour essayer de comprendre si c'est pas quelque chose que vous avez peut-être fait dans cet accompagnement. Première question à vous poser au niveau de la posture thérapeutique. Le sophrologue, il doit avoir une posture qui est une posture de thérapeute et non pas une posture d'ami, une posture de maman, une posture de papa, une posture de médecin, de grand sachant, de supériorité face à la personne qu'on accompagne. Pour éviter de tomber dans les travers de la posture thérapeutique qui vont être le jugement, juger une personne,
interpréter ce qu'elle dit à travers nos propres filtres. Moi, j'ai ma façon de voir le monde et je dois, en tant que sophrologue, en tant qu'accompagnatrice, d'essayer un maximum, et c'est pas évident, hein, c'est pas facile du tout, de laisser mes filtres de côté et essayer de voir le monde. C'est ça l'empathie finalement. Hein. L'empathie, c'est pas de pleurer avec les gens et d'être une éponge. L'empathie, c'est essayer justement de voir le monde à travers les yeux de cette personne-là pour essayer de comprendre comment elle vit et comment elle sent. Donc, est-ce que j'arrive à garder cette distance par rapport à ma propre vision du monde, ou est-ce que je reste dans ma propre vision du monde? Est-ce que je donne des conseils? Est-ce que je prends des libertés, justement, donner des conseils un peu comme si j'étais psychologue, comme si j'étais médecin, comme si j'étais... est-ce que je sors de mon champ en tant que thérapeute? Tout ça est à se poser comme question. Ça arrive très souvent, hein, même avec des thérapeutes qui ont beaucoup d'expérience, des personnes qui se permettent de juger, qui se permettent de donner des conseils qui sont en dehors de leur champ d'application. Hein, et vous êtes allé voir un sophrologue et vous donne des conseils sur l'alimentation, vous êtes allé voir un naturopathe, il vous donne des conseils sur je ne sais quoi d'autre. Donc faites attention à ça, hein, ça peut être une des raisons. La personne s'est sentie jugée, elle s'est sentie pas comprise, elle s'est sentie prise de haut. Ça peut faire partie des raisons pour lesquelles elle décide d'arrêter de venir vous voir. Autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que vos séances sont vraiment personnalisées, ou est-ce que, comme vous avez encore un peu de mal à faire des protocoles et comme ça prend encore beaucoup de temps, ce qui est normal au début, hein, au début quand on commence à faire des protocoles, c'est long, quand on commence à écrire un peu, à préparer nos séances, c'est long et forcément ça prend beaucoup de temps. Est-ce que pour autant, vous prenez ce temps, ou est-ce que vous vous dites, bon bah j'ai fait une séance la semaine dernière aussi sur la gestion du stress pour Juliette, donc cette semaine je prends un peu la même séance pour un autre sophronisé, ça va me faire gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps, mais si le sophronisé ne se reconnaît pas dans ce que vous proposez, est-ce que vous êtes vraiment en train de proposer des choses qui parlent à cette personne-là, ou est-ce que vous êtes plus ou moins en train d'utiliser toujours les mêmes exercices, toujours les mêmes textes, toujours ce même champ lexical sans vous adapter? Est-ce que vos séances sont accessibles à vos sophronisés? Est-ce que vous adaptez aux adolescents, aux enfants? Il y a beaucoup de sophrologues qui s'adaptent énormément aux enfants et dès que le sophronisé il a plus de 12 ans, on lui parle comme si c'était un adulte. Attention, 12 ans, ça reste encore, on a encore besoin que les séances soient adaptées. Et même pour plein d'adultes, hein, est-ce que votre discours est accessible à tous vos sophronisés? Et je ne suis pas en train de dire ça pour dire que certains sophronisés ne seraient pas intelligents. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'un vocabulaire peut-être un peu plus technique, de citer des parties du corps que tout le monde ne connaît pas. Voilà. Donc faites attention à ce que vos séances soient toujours adaptées, personnalisées et accessibles à chacun de vos sophronisés. Quitte à poser des questions, quitte à revenir, quitte à passer du temps sur le dialogue présophronique pour bien expliquer ce qui va se passer dans la séance et bien valider qu'il est d'accord et qu'il comprend tout ce qui va se passer. Question archi importante. Est-ce que chacune de vos séances correspond à l'objectif que vous êtes fixé avec votre sophronisé? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois beaucoup cette erreur-là. C'est-à-dire que alors, encore une fois, ça reste valable uniquement pour les sophrologues qui travaillent autour d'un objectif précis. Si vous travaillez avec des séances un peu à la carte, évidemment, vous n'êtes pas concerné par ça. Mais si vous vous êtes fixé un objectif avec votre sophronisé et que vous n'arrêtez pas de rajouter des séances qui n'ont rien à voir avec cet objectif, soyez pas étonnés qu'au bout d'un moment, il s'en va. Hein. Si son objectif, c'est de prendre confiance en lui pour parler en public dans X temps, et que vous rajoutez des séances à droite et à gauche sur l'énergie, la positivité, le sommeil, etc., alors que ça ne correspondait pas, alors que ce ne sont pas forcément des intentions de séance qui vont l'aider à atteindre son objectif, au bout d'un moment, il se demande pourquoi je suis là. Il me semble qu'on s'est fixé un objectif de m'aider à vaincre ma peur de parler en public, de prendre la parole en public. Et elle n'arrête pas de me proposer des séances pour que je dorme, pour que je sois moins fatiguée, pour que ci, pour que ça. Si le sophronisé a l'impression qu'il perd son temps,
Si le sophonisé a l'impression qu'il jette son argent par les fenêtres parce que ce que vous proposez n'est pas un lien avec sa demande, il va arrêter de venir vous voir. Donc soyez à l'écoute de son objectif et répondez à son objectif. Ne proposez pas plein de séances parallèles juste pour étoffer ou un protocole. Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre sophronisé? Ça c'est super important pour quelqu'un qui est un sophrologue, pour un accompagnateur. Est-ce que vous êtes bien à l'écoute de ce qu'il vous dit en anamnèse? Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il s'entraîne à la maison? Est-ce que vraiment à la séance 3, vous avez l'impression qu'il a évolué par rapport à la séance 1 ou est-ce qu'il est encore au même stade? Est-ce que vous pouvez vraiment faire la séance 4? Est-ce que l'intention de la séance 4 est accessible pour votre sophronisé? Ou est-ce qu'il ne faut pas rajouter justement une séance parce que ce n'est pas encore le moment, parce que finalement il avance moins vite que ce que vous aviez pensé au départ? Est-ce que vous écoutez ce qu'il vous dit à la fin de la séance, sa phénodescription, quand il vous parle de ses ressentis, quand il vous parle du fait qu'il s'est endormi une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Est-ce que vous essayez de trouver une solution dans le cas où il est frustré par rapport à ça, bien sûr? Est-ce que vous avez écrit un protocole au début avec un certain nombre de séances et vous déroulez votre protocole quoi qu'il arrive parce que c'est ce que vous aviez prévu au départ? Ou est-ce que vous rajoutez une séance, vous enlevez une séance? Est-ce que ce protocole reste modulable? Ça, c'est faire preuve d'écoute de votre sophronisé. Et ça, c'est indispensable, encore une fois. Si vous déroulez vos séances comme si de rien n'était, si vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'il vous dit et que vous ne vous ajustez pas à ces petites modifications d'humeur, d'évolution, etc. qui peuvent arriver tout au long d'un accompagnement. Un accompagnement, ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc forcément, il se passe des choses entre 2 séances qui souvent vont vous faire changer votre protocole initial ou changer un exercice ou changer une intention de séance ou changer... Voilà. Il y a des fortes chances que vous soyez obligé de faire des modifications à l'intérieur de ce qui était prévu initialement. Donc ça, c'est faire preuve d'écoute et ça, c'est essentiel. Si votre sophronisé a juste l'impression d'être devant une machine qui déroule une séance, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses impressions, quels que soient ses retours, vous déroulez toujours un peu la même chose, forcément, ils ne se sont pas écoutés, ils ne se sont pas pris en considération et au bout d'un moment, ça perd de son intérêt pour lui. Parfois, ça peut être un peu surprenant, parce que votre sophronisé, il vous dit « je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien », notamment en phénodescription. À chaque fois, il dit « ah, je me sens bien, je me sens détendu, tout va bien, c'est super ». Et un beau jour, il arrête de venir. Et on est là, je comprends pas, il m'avait dit que c'était bien. Mais attention, c'est très souvent, à la fin d'une séance de sophrologie, les gens se sentent détendus. Donc ils vont vous dire qu'ils se sentent bien parce que c'est vrai, ils se sentent bien, ils sont détendus. Mais est-ce que pour autant, ils sont en train d'aller vers leur objectif? Est-ce qu'ils sont en train d'avancer vers leur objectif? Ou bien est-ce qu'ils sont tout simplement détendus, en train de faire comme une espèce de séance de relaxation à chaque semaine avec vous? Donc faites attention, être détendu, être relax et se sentir bien à la fin d'une séance ne veut pas forcément dire qu'il y a transformation. En sophrologie, on cherche à aller vers une transformation. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute de votre sophronisé pour lui permettre, à travers vos séances, d'aller vers une transformation? Ou est-ce qu'il est juste en train de se détendre toutes les semaines, de se relâcher toutes les semaines? Si c'est le cas, probablement qu'au bout de 3-4 séances, il a l'impression d'avoir fait le tour et il y a des chances qu'ils ne reviennent plus. Donc voilà quelques-unes des questions que je vous invite à vous poser sur votre pratique pour éventuellement réajuster des choses et éviter de perdre quelques sophronisés que vous auriez pu garder, encore une fois, garder en tête qu'on n'a pas le contrôle sur l'envie des sophronisés d'arrêter et c'est ok, soyez aussi ok par rapport à ça. Certains sophronisés vont arrêter et vous n'avez pas nécessairement à vous poser des questions plus que ça à chaque fois. Mais ça reste sain aussi de vous poser des questions.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.